Salut à tous, bienvenue dans Presta, le podcast qui interviewe des prestataires WordPress en freelance ou en agence. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 4, je reçois Aurélien Denis. Salut Aurélien. Salut Alex. Alors, pour vous rappeler rapidement le concept du podcast, comme je vous l'ai dit, on interviewe des freelances, des prestataires WordPress. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de vous partager leur expérience, de vous faire monter en compétences pour que vous puissiez apprendre de leur expérience, de leur parcours. Donc, on va essayer de vous partager un maximum de pépites tout au long de ces épisodes. Comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. On a une première partie qui va durer environ 45 minutes. Où on va parler vraiment déjà pas mal de choses. Mais dans la deuxième partie, on parlera de choses un petit peu plus techniques. Et ça, c'est réservé aux étudiants de la formation Devenez influence WordPress accompli. Voilà. Maintenant que tout est dit sur le format, je vais pouvoir présenter un petit peu plus notre invité. Donc Aurélien Denis, spécialiste WordPress et WooCommerce. Il est le fondateur du blog Drip Channel en 2009. Et il habite aussi dans la région de Biarritz. Vous allez voir, ça s'entend. Et donc Drip Channel, c'est aussi une agence WordPress dont la spécialité est la création de thèmes WordPress sur mesure. Et dernière chose, Aurélien est aussi conférencier, orateur et organisateur d'événements WordPress, dont le WordCamp Biarritz, qui arrivera en octobre 2023. Voilà, j'ai tout bon? C'est tout bon. Je peux y aller. Parfait. En tout cas, je suis vraiment très content de te recevoir parce que tu fais partie vraiment des membres fondateurs de la communauté WordPress. Tu étais là, on va dire, dès la première heure. Et donc, je suis sûr que tu as des choses très intéressantes à nous partager. Et du coup, je vais enchaîner avec ma première question. Comment tu as découvert WordPress? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir prestataire, justement? Alors, ça s'est passé en deux temps, en fait. J'ai découvert WordPress en 2007. J'étais en recherche d'un moyen de créer simplement des sites internet parce que je faisais des pages web pour m'amuser, pour partager déjà des petits tutoriels d'informatique en tout genre. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de publier du contenu sans forcément être développeur ou du moins tout de suite devoir apprendre du code? En 2007, petite recherche, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Enfin, on n'est pas du tout avec la pléthore d'outils qu'on a aujourd'hui, la folie du no-code et tout ça. Mais on a déjà du WordPress qui est là. On a en face du .clear sur le marché français. On a, je crois, il y a peut-être Skip qui est là. Je crois que j'avais trouvé Drupal aussi, qui était déjà là. Donc voilà, on a tout de suite des solutions. Alors, je ne comprends pas forcément de suite ce que ça veut dire open source, propriétaire. Est-ce qu'on va payer? Est-ce que c'est gratuit? C'est quoi le concept de communauté, de contribuer au code et tout ça? Mais mon choix s'est assez rapidement porté sur un duel entre .clear pour le côté français. Il y avait un peu plus de ressources écrites en français, ça m'aidait un peu plus. Mais malgré tout, je voyais que WordPress était déjà beaucoup plus internationalisé et avec potentiellement un écosystème déjà plus gros. Donc, je me suis dit... Dynamique, sûrement, ouais. Ouais, voilà. Donc, je me suis dit, je vais partir sur WordPress. L'anglais n'était pas un problème pour moi. Du coup, j'ai démarré là-dessus. Voilà, ça a été un choix. J'ai testé quelques jours et puis j'ai commencé à publier du contenu sur des sites qui, pour certains, existent encore d'ailleurs. Qui ont évolué. Les premiers articles de VP Channel n'étaient pas sur VP Channel et du coup, ils étaient sur un autre site et qui ont été repris. Un site à toi ou du coup le site de quelqu'un d'autre? C'était mon site, voilà. Et... Ok, ouais. Je faisais aussi avec un frère que vous connaissez peut-être, ceux qui nous regardent, qui fait le plugin SEO Press. Voilà. Et du coup, à l'époque, on était lycéens, donc on était en mode, on se challengeait sur la publication de contenu. Donc WordPress, on l'a mis en place, chacun de notre côté, on a fait nos petits blogs et on s'est dit c'est pas mal du tout cet outil. Alors version 2.1 ou 2 quelque chose. Donc c'est noir et blanc WordPress à l'époque. Et la couleur arrive de 2, de 4, de 5 par là, avec du bleu un petit peu turquoise, là je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc ça piquait un peu, mais on pouvait publier des articles et des pages. Voilà, avec le thème Kubrick. Et donc, de fil en aiguille, du coup, je comprends vite que c'est un peu le CMS qui monte. Alors, on est à l'époque, je sais pas, 4% maximum de part de marché. Hein. Ouais, c'était super faible, ouais. J'ai oublié de citer, il y avait Joomla aussi dans la place, qui était beaucoup plus puissant d'ailleurs.
Mais moi, j'aimais pas le fonctionnement. Donc, je trouvais ça déjà trop compliqué pour un usage blog. Donc, je me suis dit, Ouais, il faut avoir bac+10 pour monter un site. bah, il y avait pas mal de concepts à maîtriser. Après, je pense Ouais. que certains adorent. Moi, c'était pas mon premier choix. Donc, voilà. Et de fil en aiguille, bah, du coup, au fil du temps, des études, tout ça, mes sites continuent à croître, ils ont une petite audience, ils me rapportent un peu d'argent. Je me dis, tiens, la création de site web, c'est pas mal, c'est un peu porteur. La crise de 2008 arrive aussi. Et oui, mais du coup, la porte de sortie pour beaucoup, quand on est aussi démarré dans la vie, faire des études, c'est aussi de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, le digital, au sens très large du terme, était un peu l'Eldorado. On se disait, bah, c'est un peu bloqué sur des métiers traditionnels. Faire du web, faire de l'informatique, faire tout ce qui touche à ça, il peut y avoir de l'emploi. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai fait des études d'économie à la base, qui n'ont pas été très concluantes à tous les niveaux, mais qui m'ont apporté beaucoup et qui m'ont permis de rebifurquer sur une licence d'informatique. Et en fait, c'est WordPress qui m'a un peu ramené à mes premiers amours, entre guillemets, de faire de l'informatique. Voilà. Puisque bah, j'ai fait un bac économie, après j'ai fait de l'éco et tout ça. J'ai pas tout de suite, je me suis pas dit tout de suite, tiens, j'aime l'informatique, je vais faire ça. Pas du tout. Pour moi, le code, faire du code, des choses comme ça, c'était un peu étranger. Et WordPress m'y a amené petit à petit au final en me disant, mais voilà, j'ai toujours envie d'apprendre plus, d'en faire plus sur mon site. Donc mon petit bébé, là, il faut qu'il grossisse. Ouais, c'est ça, tu t'étais challengé techniquement et du coup, tu as creusé, quoi. Donc du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on a Internet, j'ai un ordi, j'ai un cerveau, j'ai qu'à l'utiliser, on peut y arriver. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Et du coup, bah, au début, tu fais par analogie, tu copies-colles sans comprendre. Après, tu comprends, tu fais beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc oui, il faut faire des erreurs. Ne pas en faire, c'est un problème finalement. Et on apprend. Et puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, j'ai un certain niveau de maturité dans la conception de mes propres sites. Est-ce que je ne peux pas commencer à en proposer de manière professionnelle, commerciale? Ouais. Et c'est ce qui s'est passé en 2009. Ça a été le premier site, je crois, que j'ai fait. Qui vit toujours d'ailleurs. Hein. C'était le site de mon lycée, donc c'est rigolo. Qui n'a pas bougé, à mon grand regret. Hein. Il est toujours maintenu. Toujours sur WordPress 2. Machin. Il est toujours maintenu à jour. Il est juste qu'il a vieilli. Ok. Voilà, visuellement, il a pris un coup. Mais c'est là où c'est cool dans WordPress, c'est qu'on peut maintenir à jour des sites pendant plus de 10 ans. Ça continue à tourner. Voilà. Donc les premiers projets ont été comme ça, et de fil en aiguille, ça a été, bah, les clients sont arrivés, et puis j'ai enchaîné, voilà. Et je me suis dit, bah, c'est bon, j'en fais mon métier officiellement, et je vais aller d'un petit diplôme, une petite licence professionnelle qui va bien je sais plus, en système informatique et logiciel, je crois, un truc comme ça s'appelait, qui me permettait quelque part d'amener une caution par le diplôme de mon savoir-faire. C'était cool. Et après, c'est parti. C'est parti, ouais. Ouais, bah, t'as fait comme moi, tu t'es arrêté à la licence pro. Et, ok, mais du coup, est-ce que du coup, tu as eu combien de temps de pratique? En 2007, tu découvres WordPress, tu bidouilles, tu apprends des trucs, et puis 2009, tu lances le WP Channel, et tu te dis, vas-y, je me lance. Alors, je me lance en c'est ça, en fait, 2007, voilà, je découvre, je fais mes petits sites, tout ça, je commence à faire des tutos d'informatique sur un site qui s'appelle protuts.net, qui existe toujours d'ailleurs, c'est des tutos. Oui, je me rappelle, exact. Tutos Windows, Linux, C'est vrai. tout, quoi. Et on avait commencé à créer une rubrique WordPress dedans, puis que j'ai séparé dans mon propre petit site après à côté, et qui en 2009 est devenu WP Channel. Et au début, c'était que des tutos vidéo en mode podcast que je mettais sur iTunes, sur YouTube, je crois. Donc, il n'y avait que la vidéo, il n'y avait pas le texte. Et je me suis dit, la mode des podcasts et tout qui arrive, machin. Après, j'ai compris que le vidéo, ça posait problème, qu'il fallait mettre du texte. Et là, tout de suite, j'ai vu les courbes de trafic qui en mettant rien que du texte. Ah, bon, finalement, c'est important. Donc, 2009, c'est par là. Et après, j'ai créé l'entreprise, je l'ai créée le 1er janvier 2010, je crois. Ouais, c'est ça, 2010. Ok. Donc, ça fait... Et du coup, ok. Et tu t'as pas douté, tu t'es pas dit, ouais, est-ce que ça va être porteur? Est-ce que si je me plante, qu'est-ce que je fais? Ou tu t'es dit, en fait, t'avais quel état d'esprit à l'époque? je me suis dit, a posteriori, que j'avais fait le bon choix de la techno, ça c'est certain.
Sur le moment, pareil. sur le moment, tu te dis, comme tu as des parts de marché qui sont embryonnaires pour tous les CMS, tu n'en as pas vraiment un qui dominait. Donc, je me suis dit, c'était d'où le choix de partir sur un outil qui était déjà un peu anglophone, hein. Enfin, le web, c'est de l'anglais. Donc, je me suis dit, si je pars sur un truc qui est trop franco-français, à mon grand regret d'ailleurs, mais ça va rester, ça va pas être un bon choix stratégique. Donc, après, c'était encore l'époque où, quand tu débutes, quand tu te lançais, tu te disais, bah oui, je vais peut-être être amené à faire 2, voire 3 technos. Si peut-être demain je fais du site e-commerce, à l'époque, il y avait PrestaShop, mais peut-être qu'il faudra apprendre à maîtriser encore un deuxième outil, un troisième CMS. Enfin, on ne savait pas en fait. On était un peu, moi, je suis allé toucher un peu à tout. Mais moi, dès le début, je me suis dit, non, je vais me spécialiser dans un seul. Je fais ce pari. Ça m'a l'air bien et j'ai du plaisir à l'utiliser, cette techno. Donc, je vais continuer là-dessus. Et comme il n'y avait pas trop de monde qui en parlait, il y avait un peu de la place en fait. Et la place, je me suis dit, je la prends et on y va. On se met là. Mais du coup, toi, tu as pas douté par rapport à la commercialisation de sites, tu t'es dit, «Là, il y a un boulevard et ça va le faire». Non, là où j'ai plus douté, enfin, j'ai pas douté de la techno. Après, à titre perso, de faire ce métier-là, d'y aller, en fait, comme c'était très vite une passion et que il y avait, les premiers projets avaient été concluants et que ça me plaisait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Pour une fois, j'avais trouvé ce que OK, je voulais ouais. faire. Donc ça, c'était plutôt Génial. intéressant. Après mon parcours d'études supérieures, qui était un peu chaotique, voilà, une première année d'éco-réussie, une deuxième complètement foirée et c'est là où en fait je me suis lancé en micro-entreprise en parallèle de mes études et que j'ai compris, le côté, l'entrepreneuriat c'est sympa, on est libre, on peut faire des choses. Il y a des contraintes, il y a des inconvénients, on pourra en reparler. Mais tout de suite, voilà, moi comme je dis toujours, je me suis lancé avec 3 000 € dans ma vie. C'était mon épargne accumulée depuis presque 20 ans et après j'ai mes premiers contrats, remportés, ils m'ont fait comprendre que si on bosse, on pouvait s'en sortir confortablement. Ouais. Donc intéressant sur la techno, intéressant financièrement. C'était déjà une passion pour moi. Tous les voyants étaient ouverts, en fait. J'avais pas de C'est clair. je me disais: «Je risque rien». C'est un métier où on n'a pas d'investissement, en fait, déjà de base. L'investissement, matériel, j'entends. J'ai pas besoin d'acheter des bâtiments, des voitures, de tout de suite avoir du personnel. En fait, non. Un ordi, un cerveau, internet. Donc globalement, c'est pas Voilà, c'est parti. Carrément. donc Génial. voilà. Et du coup, là, 13 ans plus tard, tu t'es dit que quand tu vois ton parcours là, Ouais, 13 ans plus tard, est-ce que tu aurais imaginé plus? Est-ce que tu serais pas imaginé arriver jusque-là? Comment tu vois le truc? le parcours, enfin, je suis très content, en fait, d'être passé par tout ce qui m'est arrivé au niveau WordPress, en fait, hein, par le choix de cette techno, j'ai pu rencontrer, des tas de gens formidables, faire des super projets, aller à des événements, tous plus géniaux les uns que les autres, et m'enrichir, en fait, de tout ça. Donc il y avait vraiment le rapport Mmh. humain qui était intéressant, par cette force qu'on cite toujours de la communauté, en fait, sur la techno WordPress. Je ne sais pas si elles sont aussi, fortes et développées dans les autres outils. Mais là, on a ça, en fait, qui est un vrai plus. Puisque bon, développeur, on est quand même, bon, après on peut passer en mode, agence avec des gens autour. Mais malgré tout, aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on est quand même derrière son ordi. Donc c'est bien aussi de sortir de temps en temps et de voir des gens et de voir qu'il y a des humains, qui développent les outils qu'on utilise. Toutes les extensions que tu vas être amené à mettre dans ton site, aujourd'hui, tu dis: «Ah ben, les 3 quarts, je connais les éditeurs, je connais les gens qui les développent. Je les vois régulièrement, je discute avec eux». Donc ça, c'est Mmh. super sympa parce qu'on met des visages. En fait, c'est pas que du code. Donc très bien après, pour ce côté humain, c'est super, enrichissant. Le fait que la techno ait vachement bien évolué dans le bon sens, de manière toujours satisfaisante. Alors même si sur ces dernières années, le full site editing n'a pas été quelque chose avec le projet Gutenberg, de toujours bien compris et moi le premier, je ne l'ai pas bien compris au début, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. On pourra en Ouais. discuter aussi. Donc non, C'est clair d'ailleurs que la vas-y, vas-y. non, non, voilà, donc je suis assez, je pense que je peux être, très content de cette évolution et de ce que m'a apporté WordPress et puis voilà, après sur des projets qui toujours sont il y a pas de lassitude pour l'instant, j'ai pas de lassitude sur les projets non plus, même si voilà, on est là OK. pour gagner sa vie
et on les enchaîne. La passion est toujours là. La croissance est toujours là d'année en année. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Après, tout n'est pas rose. Hein, Ok. bien, hein. Ah oui, bah c'est sûr, c'est compliqué la vie d'entrepreneur, mais ouais. Et donc, ouais, donc tu as créé du coup ton auto-entreprise, on va dire début 2010, comme tu Ouais, disais. c'est ça. Et, ouais. Et donc ça a progressé, j'imagine, bah, petit à petit. Tu as pris un projet, deux projets, et puis comment tu t'es fait connaître? Bah, bouche à oreille, aussi ton blog, j'imagine. Alors, c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, ça, c'est le conseil que je donne systématiquement à des jeunes qui se lancent. C'est qu'il ne faut pas forcément tout de suite se dire: «Ah oui, SEO, réseaux sociaux», enfin tous les canaux d'acquisition, en ligne, en fait, on s'en fiche. Le basique du basique qui fonctionne depuis des siècles et des siècles, c'est le bouche à oreille. Et ça, pourquoi? Parce que c'est le premier lien de confiance qu'on crée, en fait, avec des gens. Ce lien de confiance, il va faire que ça va nous apporter du projet, en fait. Toujours l'humain, l'humain, l'humain avant tout. Après, bien sûr, donc moi, ça a toujours été ma part essentielle. Donc quand on dit bouche à oreille, ça peut être, voilà, commencer par ses premiers cercles de proches, d'amis, et puis élargir petit à petit, au travers d'aller sur des événements, au début comme simple spectateur, puis après comme conférencier aussi, pour amener de la visibilité, discuter avec d'autres intervenants qui ont aussi leur réseau, faire connaissance. Donc, constitution du réseau, en fait. Le réseau, c'est la base. Voilà. Pas de réseau, pas de business, clairement. Je ne vais pas aller taper à la porte d'un développeur pour lui demander de faire son site. Ça n'arrive pas, ça, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Si on n'est pas un garage de réparation de voitures ou autre, même si des fois, on fait cette analogie quand on fait du débugage ou de la maintenance, mais clairement, non. Donc, le réseau, c'est la pierre angulaire de tout. Après, oui, on rajoute du SEO. Donc, oui, forcément, mes articles de blog, mes tutos m'ont amené de la visibilité et quelques projets aussi. Et malgré tout, faire attention aussi en termes de cible. Faire du tutoriel, ça n'intéressera pas forcément le client final. On est d'accord. Bah, moi, je le vois aussi avec la marmite, hein, tu vois. Il y a plein d'articles, mais au final, c'est assez généraliste. Et puis, au final, les gens viennent, prennent ce qu'ils ont à apprendre, et puis c'est tout, quoi. Ils vont pas forcément aller plus loin sur, bah, pour nous, une formation ou tu vois, C'est ça, peu importe, quoi. c'est ça. Et donc, on peut avoir beaucoup de trafic, mais au final, il n'y a pas vraiment énormément de gens qui peuvent être intéressés par ce qu'on propose, quoi. En fait, Ah, c'est la difficulté, c'est en intention directe, on l'aura pas forcément. Par contre, en intention indirecte, c'est vrai que ça amène une crédibilité, une expertise sur le sujet. En fait, on fait la démonstration qu'on maîtrise. Et donc, par voie de conséquence, des gens qui vont un peu être à l'affût de prestataires vont regarder un petit peu, vont challenger, vont regarder, OK, il y a la partie un peu technique, partage d'informations, de code, et partager de l'information. Dans une communauté open source, ça me paraît essentiel de ne pas tout garder pour soi. Et en même temps, après, par d'autres analyses, voilà, d'être sur des conférences, d'être sur les événements, d'être dans tout ce qui peut amener un peu de visibilité, et le fait de recroiser tout ça, indirectement, parfois même plusieurs années après. Moi, j'ai eu des projets qui se sont déclenchés 3-4 ans après une conférence. Je vous ai vu à une conférence, j'ai apprécié le discours, je vous ai vu à la fin, je vous ai posé une question. 3-4 ans après, c'est une personne qui est prescripteur sur un projet, et le projet se fait, et c'est banco. Donc, il faut être... Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que au final, le blog, les interventions dans les confs et tout ça, bah, c'est générateur d'influence. C'est ça. Et c'est même un démultiplicateur. Enfin, quand tu as un blog avec du trafic, ça te permet vraiment de te démarquer automatiquement des autres prestataires. C'est ça. Bon, Donc, bon, je ne dis pas forcément à tout le monde de faire un blog parce que c'est un peu plus compliqué il y a beaucoup plus de concurrence. Oui. En même temps, ça fait plus de 15 ans qu'il y en a, ils sont en train de sortir des articles. Mais, ou alors, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de budget. Ouais. Et, mais ouais, ça, en tout cas, ouais, le contenu est aussi intéressant pour se démarquer. Mais surtout qu'aujourd'hui, que font les gens? Les gens tapent ton nom dans Google. S'ils trouvent un site vitrine de 4 pages, pourquoi ils iraient chez toi, en fait? Donc après, il faut apporter de la caution. Il faut toujours créer ce fameux lien de confiance. Moi, j'insiste toujours là-dessus. La première chose à faire, c'est pas de vendre. C'est toujours on cite toujours le film avec DiCaprio, la fameuse scène « Vendez-moi ce stylo ». Mais ça, il faut le garder en tête. C'est une règle de base. C'est qu'on s'en fout complet des caractéristiques du produit ou du service.
L'important, c'est de créer ce premier lien de confiance qui va être générateur du besoin chez le client ou du moins de trouver, de voir quels sont les différents besoins que le client déjà, souvent ne connaît même pas en fait ou qu'il ne sait pas exprimer. Ouais. Donc, ça nécessite de Il faut mieux connaître le client que lui ne se connaît ça, lui-même, quoi. c'est ça. Mmh. Il faut l'analyser, faut discuter avec la personne, comprendre quels sont ses problèmes en fait, et derrière se dire quelles solutions je vais pouvoir apporter sur le plan technique, mais pas que technique. Ça va être aussi sur le mode de fonctionnement, sur la relation, sur comment on voit à court terme et à long terme, voir s'il y a une affinité qui se crée aussi. Il ne faut pas forcément travailler avec tout le monde, hein, loin de là. Il faut aussi, chacun a ses valeurs aussi, donc il faut être raccord, il ne faut pas se renier. Ça, c'est super important, je pense aussi. Donc voilà, c'est comme ça un peu que ça, c'est faire du business finalement. C'est fondamental. Donc après, oui, Et du coup, tes études d'économie t'ont servi pour, elles m'ont servi. Elles m'ont pour ça? servi. Ouais. Clairement, même si j'ai redoublé ma deuxième année parce que voilà, on tombait sur des choses c'était que des mathématiques et j'ai horreur de ça. Faire des équations à je sais pas combien d'inconnus, ça m'a gonflé un petit peu. Malgré tout, en fait, on acquiert des mécanismes, parce que c'est quand même des formations qui sont, même s'il y a un gros socle de maths, qui permettaient de voir d'autres choses, comme les ressources humaines, le droit, droit des affaires, la comptabilité, des choses qui sont pénibles mais utiles. Et en fait, tous ces apprentissages, et après avec ma licence d'informatique qui était aussi très diversifiée dans les cours, même si on survole parfois des choses, 4-5 ans, 10 ans après, tiens, à l'époque j'avais ça, et dans le cerveau ça percute et ça dit, tiens, il faut faire attention à ça, tac, tac, tac. Donc tout sert au final. Ça ne sert pas forcément de suite, mais plus tard ça peut servir. Donc finalement, après coup, j'ai pas de regret d'être passé par là parce que ça m'a amené en fait à me mettre dans une situation qui m'a poussé vers le métier qui me correspondait. Donc, faut sentir un peu ces opportunités dans la vie, quoi. C'est la vraie difficulté. Donc après, voilà, 2010, je fais auto-entreprise, je termine mes études en parallèle, je fais 2 années comme ça. Donc là, c'est un peu le démarrage, hein. Mêler les deux, ça n'a pas été évident sur le plan personnel non plus. Et puis après, 2012, du coup, je suis full-time, temps plein, donc en tant que sur le métier. Et je fais 2 ans encore comme ça en tant qu'auto-entreprise. Ce qui me fait 2 ans, j'étais encore étudiant, 2 ans, je ne l'étais plus. Je me suis dit 2 ans pour tester vraiment en mode à fond. Et après, je continue ou j'arrête, c'était pas mal. Donc, ça faisait 4 ans d'auto-entreprise. Voilà. Et en Et après, donc, 2014, tu crées ton agence, c'est voilà, 1er janvier 2014, il y a des moments où le CA explose. On commence à aller voir un expert comptable et tout ça, qui nous conseille. Et on voit un petit peu les étapes suivantes qu'on peut mettre. Et donc là, ça fera l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis passé en société, qui ne s'appelait pas WP Channel au début, qui s'appelait Netic. qui s'appelait Netic Pro. Voilà. Voilà. J'avais séparé l'activité du site, en fait, pour, il y a quelques années, me dire que ça ne servait à rien. On fusionne tout, une seule marque, plus simple dans la com. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand dans ton parcours d'entrepreneur, enfin, dans tous les parcours d'entrepreneur, c'est que toi, tu itères sur des trucs. Et même nous, de notre côté, tu vois, des fois, on a lancé des trucs. Ah non, mais c'était tellement con de mettre un nom comme ça. Ouais. Vas-y, on C'est ça. package tout, on réorganise, tu vois, on fait. Et du coup, c'est super intéressant. Et du coup, ça t'est venu comment t'en avais marre qu'on te parle tout le temps de WP Chanel et qu'on capte pas le nom de ton agence, Ouais, tu vois? il y avait de ça. Tu as des gens qui faisaient pas le rapprochement. Et puis, en fait, en termes de gestion, ça nécessite, en fait, comme si tu maintenais 2 marques et 2 univers derrière. Donc, finalement, c'est beaucoup de boulot pour rien, en fait, puisque l'objectif, c'est toujours de concourir au développement de l'activité, à amener des nouveaux projets et finalement, faire du content marketing par les articles que je publiais, ça avait du sens de rattacher ça et de faire comprendre que derrière, il y avait des... Tout à fait. Donc, non, clairement, ça a été un peu naturel, finalement. Et c'est l'erreur que j'ai souvent que j'ai faite, en fait. C'est de segmenter pour un même objectif. Autant quand on lance des activités vraiment différentes, que ce soit sur un produit ou un service, et que ça nécessite de créer une marque, parce que derrière, on ne met pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes équipes, ça ne sera pas forcément les mêmes clients, tout ça, qu'en termes de structure de site, ça sera tellement à l'opposé que tu ne peux pas, en fait. Tu vas vouloir mélanger trop de choses sur un même site, c'est pas possible. Ça sera incompréhensible, ouais. Mais là, dans mon cas, en fait, ça avait du sens. Parce que on tendait vers la même chose.
Donc, au bout d'un moment, j'ai pris du temps un été, je crois que c'était. Et puis, rebranding, paperasse administrative qui prend aussi un temps de dingue, voilà. Et pour changer la dénomination sociale, ça se fait pas en 2 clics de souris. Et Ah ouais, parce que du coup, ta société s'appelait Netic Pro, qui heu, éditait WP Channel. OK. qui détenait le site, en fait, hein, même Ouais, si ouais, ouais. pas de juridiquement, ça voilà, ça considérait qu'il lui appartenait, évidemment, ouais. Ouais, ouais. Quand tu changes un nom de société, bah, il faut repasser par le greffe, refaire des papiers, repayer, voilà et C'est ça, j'ai connu. après, un peu de travail de migrer faire de la 301 sur ton site vers le nouveau domaine, enfin le domaine, sur lequel tu veux garder. Mmh. Rediriger les boîtes mail, enfin plein de trucs comme ça et bon, ça met des années, hein. Encore aujourd'hui, j'ai encore quelques mails qui m'arrivent sur l'ancienne boîte. OK, OK. Voilà, donc là, une Ça seule roule. marque pour Ouais, c'est super intéressant. simplification. En fait, il y a un Ouais. moment dans le business, tu accumules et puis il faut se poser, il faut simplifier tout ce qu'on peut et automatiser au maximum. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a environ 3 4 ans, où je me suis dit: Mmh. «Là, on arrête de courir, on se pose, on auto tout ce qui est pénible et répétitif, on l'automatise». C'est la clé de la productivité et Mmh. c'est comme ça que tu peux continuer à avoir de la croissance, hein. C'est ce qu'on me demande souvent, c'est: «Comment tu fais pour avoir de la croissance au bout de 10 ans?» Bah, il y a 2 façons de faire de la croissance, c'est interne ou externe. Donc moi, je voulais pas grossir, donc je dis: «Bah, je fais de la croissance interne, donc ça passe par l'augmentation de la productivité». Voilà, Mmh. c'est aussi simple que ça. OK, d'ailleurs, ça c'est intéressant ça, du coup. Dans ton agence, tu es quoi? Tu es solo? Tu as des salariés? Comment tu J'ai eu fonctionnes? j'ai eu un salarié en 2015 pendant une année, OK. et du coup après j'ai pas réembauché derrière, marché compliqué, bah, trouver des développeurs c'est toujours voilà, c'est déjà en 2015 c'était compliqué et en fait, Ouais. je me suis dit que je pouvais continuer à être solo et en même temps, donc conserver finalement une certaine forme de souplesse, de liberté en me disant: «J'ai pas la responsabilité, bah, du chiffre d'affaires tous les mois pour payer des gens et travailler». Même si ça apporte des choses en plus, évidemment. Et je me Bien dis: sûr. «Oui, je vais développer davantage mon réseau et mon écosystème, sur des compétences que j'ai besoin, pas forcément à temps plein, mais que j'ai besoin de manière récurrente quand même». Voilà, Mmh. que ce soit, du web design, de l'infogérance de serveurs, tous les corps de métier qui vont interagir sur un site finalement, Ouais. de manière, régulière ou un peu moins régulière. Et donc ce système-là m'a convenu jusqu'à aujourd'hui quoi, hein, finalement. Et finalement, ça me convient. Je ne souhaite OK. pas je ne souhaite C'est pas, intéressant. être en mode, agence, à avoir, une dizaine de salariés, faire que du gros projet et tout ça. En fait, ça c'est pas raccord avec mes objectifs de vie. Donc OK. et comme, voilà, comme ça progresse toujours, à côté, il y a toujours de la croissance donc j'en ai assez, quoi. Ça va. OK. Faut Non, mais c'est cool. Bah, du coup, parle-nous de tes objectifs de vie, si c'est pas trop indiscret. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ça? Mes objectifs de vie, ils sont très simples, hein, continuer à en fait, moi, dans ma vie, j'ai un critère fondamental, c'est la liberté. Mon Ouais. travail n'est je travaille pas pour travailler. OK, c'est une passion et j'aime travailler, mais c'est au service de ma liberté. C'est-à-dire que, bah, liberté financière, liberté, de faire des choix, au quotidien, sans avoir de contraintes, parce que, si j'étais salarié, par exemple, bah, j'aurais des horaires de travail qui ne seraient pas les miens, qui me permettraient Mmh. pas forcément de prendre des congés quand j'en ai, envie, enfin voilà, tout ça, en fait. Donc la vie d'entrepreneur, je l'ai mise au service. Moi, je distingue pas trop la vie perso de la vie pro, en fait. C'est, ma façon de vivre est, au service de mes objectifs, quoi. Voilà. Alors après, OK. ben, sur le voilà, les objectifs de vie sont comme tout le monde, hein, c'est de vivre convenablement, ne pas se soucier du lendemain, je suis pas à me dire que je vais acheter des grosses bagnoles ou ce genre de choses, hein, en fait, je m'en fous. Je vis à la campagne, Tu pas ta Lambo dans le garage comme voilà. tout le monde? Bah, voilà, après c'est comme tout, on évolue, on essaye de faire des investissements, de moins dépendre de son propre, travail au quotidien, puisqu'on sait aussi qu'à un moment on vieillit et qu'il y a des limites à ça, qu'il faut préparer Mmh. pour la suite, avoir de l'avance. Pas forcément de penser tous les jours à la retraite évidemment, Ouais. mais anticiper. La clé c'est d'anticiper. Donc moi ce que là maintenant moi j'aime bien m'amuser aussi, tu vois?
En fonction de mes possibilités, ben voilà, tiens, est-ce que là, on se lance à faire des nouvelles choses, est-ce qu'on fait des voyages, est-ce que je vais faire des... Voilà, j'aime bien aussi me challenger sur des nouvelles expériences. Donc, Ok, voilà, après, je prends la vie comme elle vient aussi. Mais voilà, ok, ça pour, roule. pour répondre à ta question aussi, mais voilà, tu vois, par exemple, organiser un WordCamp, c'est un challenge à la fois personnel, parce que voilà, ça permet finalement d'être dans une équipe et de guider un peu tout ça et d'organiser. C'est bénévole, évidemment, mais en même temps, ça va servir indirectement l'activité professionnelle. Évidemment, on ne va pas se cacher, quand on organise des événements, derrière, il y a de l'image qui est faite, forcément. Ouais. Mais sur le plan personnel, alors je précise bien à l'audience, hein, on ne fait pas un WordCamp pour de l'argent. Hein. Allez-y, bon courage. Ouais, non, c'est clairement pas. Pour se dire que derrière, on va engranger 100 cas de projet. Non, oubliez ça. C'est 6 mois de boulot hyper intense. Ouais, c'est vraiment pour offrir ça à la communauté. Il y a du fun aussi, quoi. On a envie de s'engager, de faire des choses, de bouger et de se dire, plus tard, quand on sera vieux, on se dira, on l'a fait, on n'a pas de regrets, on a fait des choses. Ça marche pas toujours, ou ça marche à moitié, mais au moins on aura donné le maximum et on se sera investi aussi dans ce truc, dans une aventure qui sort de notre quotidien de faire du code, gérer des clients et des projets. Voilà. Donc ça, c'est ces petits challenges-là avec tous les échanges, les amitiés, tout ça, que ça impulse aussi, qui font qu'on aime bien. Tout ça grâce à WordPress. C'est le dénominateur commun. Voilà. Voilà, c'est ça. Il est toujours là, WordPress, dans un coin. Du coup, en parlant de WordPress, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus justement sur WordPress, sur son évolution. On en a parlé un petit peu au début de l'interview. Parce qu'en plus, tu as dit que voilà, au début c'était en noir et blanc, mais j'avais jamais fait le parallèle, mais c'est vrai que c'était ça. Même si moi, quand j'ai commencé, c'était déjà un peu bleu. Ouais. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu vois l'évolution de WordPress? Alors, depuis là où tu as commencé, donc version 2. Je sais pas combien, Ouais, je crois que jusqu'à maintenant. En fait, j'ai toujours été satisfait des évolutions. On va découper en deux parties, je pense. Jusqu'à ce qu'arrive Gutenberg, je crois que c'est 2018 où les premières versions arrivent. Ouais, fin 2018. Ouais, c'est ça. En fait, au début, j'avais peur un petit peu. Est-ce que ça va évoluer dans un sens où ça va pas me contraindre, ou est-ce que ça va pas devenir trop compliqué, ou est-ce que je vais arriver à suivre ce genre de choses, de questions qu'on se pose quand on débute. Et finalement, de version en version, je me disais, ah, mais c'est trop bien, ils ajoutent les petites fonctionnalités dont on avait besoin, il y a de la documentation, ça va par petits paliers, donc c'était pas à chaque fois des gros gaps. Ça, c'était... Ouais, c'est vrai que c'était léger au niveau des améliorations. Ouais. Je me souviens, je crois, c'est la 2.5 qui amène les custom fields, les champs personnalisés. Ouais. Au début, à l'époque, je me dis, ça sert à quoi ce truc? Une clé, une valeur. Pas utilisé pendant longtemps. Après, j'ai compris. Après, Advanced est arrivé, des choses comme ça. Et là, ok, je me suis dit, ah ouais, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec ce back-office. Puis après, t'entends des termes un peu barbares, les hooks, les choses comme ça, et puis tu t'y mets pas de suite au début. Et au fil en aiguille, tu captes un peu les concepts de très loin, tu t'en rapproches, puis tu y vas à fond dedans, et puis ok. Puis dans les projets, j'imagine que c'était nécessaire, et du coup, tu étais obligé de creuser, quoi. La difficulté, elle va souvent croissante. Alors, pas tous les projets. Après, ça redescend, on fait des choses dont on a l'habitude, et puis on se re-challenge. Moi, à chaque projet, j'essaie de me challenger pour tout le temps monter en compétence. Ça, c'est le piège de ne pas apprendre, en fait, de ne pas apprendre de nouvelles choses. Si tu fais pendant 2-3 ans les mêmes projets faciles, entre guillemets, que tu maîtrises, ça ne va pas, parce que tu vas te retrouver quelque part un petit peu largué. Alors, effectivement, après, ça fait du CA et c'est cool, mais il faut toujours essayer d'amener de toujours être à la page, finalement. Alors, quand je dis être à la page, ce n'est pas forcément le truc qui est sorti hier, je le mets partout sur tous mes projets. Non. Il faut avoir du recul, voir si ça va durer, voir si ça a du sens, attendre que ce soit bien pertinent de le déployer. Mais voilà, il faut toujours essayer d'avoir de la veille et de se dire comment je vais mettre ça pour mes clients, pour les prochains projets et pour les projets qui sont déjà en place. Est-ce que je peux les gérer en maintenance, ce genre de choses. Donc, les évolutions, elles ont été... Moi, j'ai toujours été très agréablement surpris, en fait, du sens qui était toujours positif, par petites touches.
Et puis après, effectivement, il y a eu un peu cette rupture avec Gutenberg, donc l'éditeur moderne par bloc qui est arrivé 2010-2019, qui là, en fait, amené un nouveau paradigme qui a été très mal compris, je pense, jusqu'à encore aujourd'hui, parce que c'était changement de langage de programmation quelque part, avec l'apport du JavaScript beaucoup plus présent. Un truc avec une interface où c'est tout lent, donc tu sais pas par quel bout le prendre, comment penser le truc, et voilà. Là où on était habitué à finalement rédiger du contenu et pas concevoir des structures de contenu, puis de pages, puis de sites aujourd'hui. Ça a été progressif. Et la difficulté, c'est qu'on n'arrivait pas à bien percevoir quelle était l'intention des corps contributeurs de la vision globale du projet. Là où avant, on savait que c'était fournir un outil de plus en plus puissant pour démocratiser la publication de contenu. Même si cet objectif, il est toujours actuel, là, on ne percevait pas où il voulait aller, en fait. Et surtout, par rapport au positionnement du marché, par rapport aux autres solutions de type SaaS, par exemple, ou même quelques solutions naissantes alternatives en open source, on ne comprenait plus bien le positionnement. Puisque voilà, aussi, quand tu es sur une solution qui est ultra majoritaire, ultra utilisée, qui explose les compteurs, il y a un moment, je pense ça se cherche quoi, hein, qu'est-ce qu'on peut amener de plus quand tu es leader. Là, Ouais, puis tu peux te reposer sur ce laurier et là, ça a vraiment... Ouais. Donc la position n'était plus la même. De challenger à leader, bon voilà. Donc c'est vrai que moi, je ne comprenais plus l'orientation et il ne faut pas se cacher, ça a été très chaotique. Hein, ils ont mis sur le marché quelque chose qui marchait qu'à moitié, qui n'était pas toujours performant, qui plantait des sites. Et en même temps, avec en parallèle une explosion des constructeurs de pages et même de sites qui étaient beaucoup plus aboutis et beaucoup plus en avance. Donc, comme Elementor, comme les anciens Visual Composer qui déjà amenaient ce genre de choses. Ou alors, moi, mon métier qui était de faire du thème sur mesure avec des back-office custom, avec de l'advanced custom field, ce genre de choses. Où là, en fait, on ne comprenait pas l'apport puisqu'on avait déjà tout personnalisé. On avait la perf, on avait le SEO optimisé, on avait l'accessibilité, on avait le design qui était sur mesure. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous a amené Gutenberg? Et depuis quelques mois, mais en fait, moi, la révélation s'est faite il y a quelques mois, puisqu'évidemment, on ne se met pas en retrait des évolutions de l'outil qu'on utilise, on veille toujours et on regarde ce qui se fait et on se challenge avec nos pairs. Hein. Est-ce que toi, tu aimes bien y aller là-dessus? Moi, je déteste. En même temps, ça ne m'empêche pas d'essayer de comprendre pourquoi toi, tu y vas, dans quel cas tu l'utilises, et pour me dire, est-ce que peut-être que moi, je peux évoluer sur ma position aussi, qui n'est peut-être pas peut-être la bonne à un instant T, qui n'est peut-être pas la bonne. C'est pas noir ou blanc, quoi. Tu sais, comme beaucoup de devs, PHP c'est pourri, machin c'est bien. Enfin, ça sert de ces délires. Hybride, c'est toujours gris, c'est toujours tout se mélange. Et tout évolue. Donc là, depuis peu, j'ai évolué là-dessus. Et pour certains projets, effectivement, déjà de comprendre le nouveau paradigme, cette approche par bloc, de raisonner atomique, que voilà, on pense moins dans une approche globale, mais beaucoup plus, on parle de l'approche micro, et on va vers le macro, et on compose. Et quand, en fait, on arrive à comprendre ça, après, on se dit, OK, il y a quelque chose d'intéressant et de pertinent pour des projets, pas pour tous les projets. Il y a des projets qui n'ont pas besoin de cette flexibilité, de cette souplesse. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui, effectivement, quand tu as un client qui a une certaine autonomie de gestion, qui veut créer des landing pages rapidement, qui ne va pas repasser par le développeur, qui va aller vite, qui a des campagnes à mettre en place, là, ça a du sens. Ça a du sens, effectivement. Ouais. Alors, tout n'est pas rose. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles. Moi, je fais souvent le parallèle aussi. Je bosse beaucoup avec WooCommerce. WooCommerce, tous les mois, ils apportent de la gestion par bloc qui évolue. Et là, dans la nouvelle qui arrive, on aura la gestion des fiches produits en back-office totalement gérée par Gutenberg. Donc, ça arrive. On peut même l'avoir là, c'est tout frais. Donc, on ne peut pas avancer plus vite que la musique non plus, en fait. Pour des tout petits projets, pourquoi pas, mais plus les projets sont complexes et plus il faut qu'on arrive à voir si toutes les briques vont toujours fonctionner sur la nouvelle approche. Parce que s'il y a les 20% qui ne marchent pas, le projet, il capote, en fait. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est ça la problématique d'un WooCommerce. On l'a vu d'ailleurs d'ailleurs, j'en ai discuté avec Nicolas de D'où les pêcheurs parce qu'il y a la formation WooCommerce qui arrive et puis c'est vrai qu'elle tarde, mais c'est parce que justement il y a cette transition parce que tu es avec les shortcodes et ça serait con de faire une formation en montrant les shortcodes alors que dans 3, 4, 5, 6 mois, ça va être des blocs, tu vois.
Donc c'est pour ça que ça a été repoussé. C'est normal. Mais c'est compliqué sur cet aspect-là. Tout va être sur les blocs, la possibilité de personnaliser ces fiches produits. On aura toujours la notion de modèle, mais on pourra les personnaliser, faire du custom de partout. Le tunnel de vente qui permet petit à petit d'aller plus loin dans la personnalisation. Donc ça, c'est super génial aussi. Et à ce Ouais, niveau-là, parce que sinon, il faut être dev et c'est mais tu hyper vois, un exemple, sinon. je prends une anecdote, la page de vente, tu peux la gérer en bloc, mais c'est pas compatible avec PayPal encore, ou ça va l'être dans quelques semaines, où on est en plein flottement là. Alors que ça reste une passerelle Et super. en plus, ils sont challengés par des plugins type Surecart, etc., qui envoient du lourd et il faut qu'ils restent, Oui, faut qu'ils essaient de rester au top, quoi. ouais, Parce que c'est vrai que après, c'est vrai que moi, dans mon métier, où je fais vraiment du custom et tout ça, en général, on va plutôt utiliser les solutions natives qui vont nous apporter Bien sûr, ouais. plus de performance et surtout plus de durabilité dans le temps. Et on sait que voilà, on sera beaucoup plus serein là-dessus. Mais c'est vrai que aujourd'hui, un éditeur comme Gutenberg sur des projets en mode no-code ou en mode builder, comme si tu fais de la presta avec Elementor, par exemple, ce genre d'outils, forcément, c'est que tu peux être en concurrence frontale et te dire, bah non, je vais sur l'un ou sur l'autre, l'hésitation, elle peut être encore là, quoi. Moi, clairement, aujourd'hui, je conseillerais plutôt d'aller sur du full site editing mais ça nécessite quand même de coder. Il y a des moments où il faut coder, ça c'est clair. Ouais, parce qu'en fait, ils créent le truc, c'est en mode startup, tu vois. Ils créent d'abord le skateboard, après, ça se transforme en mini-voiture, après, tu vois, ils mettent des pièces petit à petit au fur et à mesure des itérations. Et ce que je trouve super intéressant, c'est justement c'est la vision de Matt et des corps contributeurs, justement, d'avoir cette vision-là, parce que comme tu le dis, même moi, je ne l'ai pas compris forcément au début. Et ils avaient la vision pour dire voilà vers quoi on va, parce que il faut qu'on reste compétitif face à des solutions, à des Wix, des Squarespace, etc. Oui, c'est ça. Et puis en fait, Des- au-delà des concurrents, c'est surtout qu'il y a une demande de marché, clairement, des utilisateurs. Et cette demande, elle a été prouvée par le succès incommensurable des builders. Ouais, voilà. C'était Elementor, mais Builder, plein en fait. Ouais, il y en a pléthore. Thème aussi qui incorpore, Oxygène, tous ces trucs-là. Moi, je n'utilise pas ou que d'un pourcentage infime de projets où il y a la demande express et que ça se justifie, et que c'est pour de bonnes raisons. Donc, il n'y a pas à renier ces outils-là, évidemment. Mais la demande, elle était là, en fait. Donc, c'était ça où WordPress allait finir avec un socle de base un peu atrophié et qui n'allait pas suivre, en fait, là où tout le reste évoluait à aller sur des dernières technos et le corps, il allait rester un peu faiblard et il n'allait pas pouvoir supporter très longtemps. Donc, c'est vrai que ça peut-être, dans les efforts de communication, ça n'a peut-être pas été bien perçu. Et ce qui est pas mal, je pense, là, le déclencheur pour moi, ça a été là, surtout sur ce printemps avec la 6.2, où le full site editing est sorti de la version bêta, où là, on a eu des choses qui vraiment, je trouve, tournent bien. Tu peux créer n'importe quel modèle de page, parce qu'avant, tu étais limité. Tu pouvais pas faire genre une catégorie en particulier. Même il y a 6 mois en arrière, quand je faisais mes tests, c'était pas... il y avait encore des bugs, des choses qui sautaient, je comprenais pas, voilà. Et clairement, même dans l'interface, il y a des choses qui évoluent. Et là, pour y être dedans tous les jours, il y a des subtilités, c'est clair, des choses qui peuvent être améliorées, notamment sur la notion de groupe d'éléments. Mais une fois que tu as compris ça, en fait, c'est plutôt pas mal du tout. Et sur la notion de gestion des performances, après, dans la manière dont c'est géré en front, qui était un peu ma crainte, là, les doutes sont levés aujourd'hui. Clairement, il y a des choses qui sont très bien pensées. Sur le chargement des JavaScript, des CSS, c'est vraiment pas mal foutu et c'est comme ça qu'on peut avoir une gestion vraiment, vraiment sympa au niveau du bloc. Et après, derrière, là où tu vas avoir des limites sur des blocs qui n'existent pas et qu'il va falloir créer de toutes pièces, le choix, il va se faire soit de développer du bloc natif, donc ça nécessite de maîtriser React et tout ça, c'est pas évident, et soit de le faire avec ACF pour aller de manière plus simple, continuer à faire du PHP, des choses comme ça. Mais ça sera un peu moins abouti quand même dans l'usage, il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, le vrai défi finalement, c'est de se créer sa propre bibliothèque de blocs. Et après, dans les projets, dans les maquettes qui sont conçues pour chaque projet, de se dire il faut piocher dans cette librairie. Et si vraiment il y a un besoin, d'aller créer un nouveau bloc custom qui peut encore servir à tous les projets. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, tu peux industrialiser la production
de tes projets au niveau des blocs. Avoir évidemment du design custom à chaque fois, mais tu vas avoir ta propre librairie de blocs, tout comme si tu utilises un framework de type Bootstrap, Tailwind, ce genre de choses. Tu vas avoir des composants. Et là, tu te crées tes propres composants, mais pour Gutenberg. Donc, des fois, ça oblige un petit peu à mêler les technos. Et là, par exemple, pour moi, ça a été là, récemment, j'ai basculé sur quand tu crées tes blocs et tout ça, que tu veux apporter des styles et tout ça qui ne sont pas dispo. Et bien là, une solution comme Tailwind, en fait, ça a vachement de sens. Donc, Tailwind, c'est un framework finalement qui te permet de faire des styles assez rapidement avec une approche qui est basée sur les classes utilitaires, qui est pertinente ici parce que tu vas vraiment être spécifique au bloc sans te soucier si ça va être réutilisé ailleurs ou pas. Tu fais du spécifique. Ce que moi j'étais longtemps je suis toujours d'ailleurs un grand utilisateur de solutions qui font hérisser les poils à beaucoup de développeurs comme Bootstrap, Twitter Bootstrap pour être l'ancien nom, qui utilise les classes utilitaires en fait, mais qui n'est pas adapté, je trouve, pour une approche atomique. Et donc c'est vrai qu'en fait là on peut vraiment être sur des dernières technos, mais il faut s'y mettre quoi. Honnêtement, c'est pas hyper dur. C'est pas hyper dur. Après, c'est du bloc. On fait du bloc. On fait plus que du bloc. Ouais, c'est ça, il faut Après, penser au bloc. voilà, en fait, l'approche est différente de ce qu'on faisait avant. Et mais voilà, donc c'est une évolution qui est pertinente, je pense, pour de plus en plus de projets. C'est certain, il faut savoir. Ouais. Et même dans le passé, je sais pas pour toi, mais moi, quand le customizer, donc l'outil de personnalisation est sorti, pareil, je me disais, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et après, tu sais, après avoir utilisé, c'est vraiment pas con en fait. Bon, là, du coup, c'est sûr que ça va te laisser un peu de côté avec ce qui arrive. Ouais. Mais c'est. Ouais, ils ont vraiment une Customizer, c'était les prémices. vision là-dessus. Moi, à l'époque, Ouais. j'avais sorti un thème, le thème One, là, qui n'existe plus. Ah oui, oui. WP à la carte, pour ceux qui ont connu. Ah oui. Pour les vrais qui savent là. Et le thème qui était tout basé sur le customizer avec des sections et qui était très basique. Et qui a rencontré son petit succès malgré tout, puisqu'en fait, il y a certains sites qui l'utilisaient encore, même si on ne le maintient plus, Ok. et qui était apprécié pour la simplicité. En fait, il n'y avait pas beaucoup de réglages, mais au moins ça marchait, c'était efficace, et c'était rapide. Et c'est ce que certains recherchaient. Et bon, le customizer, aujourd'hui, je pensais à tout le monde de ne plus l'utiliser, même si on peut faire des choses dedans. C'est pas Ouais, bah il faut passer éviter. au FSE quoi. Et donc, comment tu vois aussi du coup l'avenir de WordPress? Est-ce que tu crois qu'à terme, parce que là c'est vrai qu'on a encore l'interface PHP et tout, mais Ouais. est-ce que tu crois qu'on va avoir une sorte d'interface qui va être avec un style actuel du FSE, tu sais, avec les deux, Je sais pas. comment dire, sais pas, le panneau à gauche, mais tu gères tes articles, c'est quelque chose de réactif vraiment qui gère en JS, tu vois, sans chargement de page. Est-ce que ça va devenir une vraie app comme ça? Je sais pas, il y a la phase 3 là qui se lance, il y a pas mal de choses qui vont arriver, mais de ce que je comprends dans le projet, les évolutions maintenant, c'est de considérer que cette étape numéro 2, qui était le full site editing, elle est accomplie. Elle va certes continuer à évoluer, mais elle est quand même livrée. Là, la nouvelle étape maintenant, c'est la collaboration en temps réel dans l'édition de contenu. À mon sens, ne va pas concerner une grande majorité d'utilisateurs. Je peux me tromper, mais voilà. Et après, l'étape suivante, c'est l'apport dans le corps de notions de multilingue. Donc, c'est la feuille de route. Après, on l'aime pas, c'est comme ça. Après, on peut contribuer, on peut essayer de faire bouger les choses, d'apporter sa vision. C'est vrai qu'en termes d'interface, WordPress, ça vieillit bien, mais voilà, il y a un moment, ça pourrait peut-être... moi, ce que je regrette, ce qui manque depuis très longtemps, on en parle, c'est un vrai design system dans WordPress et qui s'impose aussi aux extensions. Aujourd'hui, toutes les extensions régulières ont créé leurs propres interfaces parce qu'il n'y avait rien de base de fourni. Quand tu développes par exemple sur mobile, sur iOS, tu as le kit de base d'Apple obligatoire, tu t'y plies en fait. Et ce qui fait qu'il y a des interfaces qui sont communes, tu as de la liberté, tu as de la souplesse, mais au moins tu as des codes, tu as des choses que tu dois respecter pour fournir une expérience de haut niveau, quel que soit le système, quelle que soit l'application que tu vas utiliser. Et là, c'est ce qui manque un peu pour WordPress, quoi. C'est avoir un peu ce travail de repenser les choses. Voilà, même si moi, ça reste une interface qui est productive, les clients ne s'en peinent pas, en fait. Moi, mes clients ne s'en peinent pas. Ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec. C'est rapide à utiliser. Après, oui, on peut toujours tester contre... Ouais, alors, il y a trop de notifications. Des fois, il y a de la pub. Des fois, ça peut ramer. Ça va être retravaillé de façon les notifications. Je ne sais pas si tu as vu la feuille de route de la phase 3. Il y a notamment les notifications qui vont sauter. Mais je trouve
au-delà de la collaboration, il y a quand même plein de choses qui ont été ajoutées dans cette phase 3. Alors, je n'aurais pas tout listé de tête, mais il y avait vraiment des choses intéressantes et c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, l'interface, C'est possible. ça va vraiment briller, quoi. Et, ouais. Ben, après, il y a des challenges. Alors, briller dans le bon sens. Collaborer. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment faire cohabiter le PHP, le JS. Voilà, moi, c'est des choses qui me dépassent un petit peu, effectivement, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a d'énormes challenges aussi en termes d'hébergement et de capacité de hosting, parce que après, on va se diriger vers de l'outil collaboratif à la Microsoft 365 ou Google Docs et tout ça. Est-ce que ça va être plus compliqué à héberger? Est-ce que ça va nécessiter plus de ressources pour de la réactivité, ce genre de choses? J'avais lu à ce sujet-là, sur je sais plus quel blog, Make ou quel, un vrai challenge, hein, des gens qui s'interrogeaient avec sérieux sur la question. C'était tout à fait pertinent parce qu'on n'est pas dans... Ça va au-delà de ce qu'on a connu. Donc, il y a beaucoup de défis. Je pense que là, on est parti encore pour 4-5 ans de gros challenges, hein. Mais en même temps, à côté de ça, WordPress doit continuer à évoluer. Le rythme, si j'ai bien compris, le rythme des versions va baisser un petit peu. On va repasser à 2 versions par an, je crois, et plus 3. Ok, j'ai pas vu passer ça. Il me semble qu'il y a eu cette information-là, je peux me tromper, mais disons qu'à côté, ça va continuer à évoluer, hein. Il faut corriger les bugs, il faut gérer. Et on voit que ça a été un peu délaissé malgré tout, le corps. Quand on voit un support de PHP 8 qui était toujours en version bêta, alors même qu'on était quasiment déprécié, que la 8.1, 8.2 était là, et voilà, et que l'écosystème a du mal à suivre parce qu'il y a de gros efforts à faire pour le full site editing aussi en parallèle, reformer des équipes, gérer plus de support. Bon, voilà, ça a été un peu compliqué ces dernières années, je pense, dans la façon de lire. Alors qu'avant 2018, c'était beaucoup plus dans un mode serein, on le sentait. Voilà. C'était pépère, voilà. Là, c'est vrai qu'ils ont bien cravaché, hein, ça. Bref. Il y a des efforts dans tous les sens à faire. Ouais. Bon, on arrive à la fin de ce podcast, en tout cas de cette première partie. Je veux te poser quand même plusieurs questions. On a des questions rapides, rafales, je sais pas comment je vais appeler ça. Allez, on enchaîne. Alors, constructeur. Moi, c'est non, à part Gutenberg. Voilà, c'est ça. Plugin SEO. Alors là, j'enfonce une porte ouverte. Voilà. Plugin de sécu. J'en utilise pas. Ça peut surprendre. Ok, non, mais c'est ça qui est intéressant justement dans ces questions. Moi, je vais pas. Plugin de Perf. Plugin de Perf, VP Rocket. Ouais, voilà, celle-là, elle est facile. Plugin de formulaire. Gravity Forms sans exception depuis plus de 10 ans. Ok. Est-ce que tu as des plugins chouchous, on va dire, pour faire du dev? Des plugins qui t'assistent à faire du dev? Advanced Custom Field, évidemment. Ça, c'est incontournable. Ouais. Moi, en plugin chouchou aussi, j'utilise beaucoup Admin Colon Pro, qui est bien, ouais. bien pensé pour le dev et qui permet d'avoir des back-office très sympas, très bien interfacés avec l'écosystème. Donc, excellent. Voilà, ceux qui viennent comme ça. Après, les autres. Est-ce que tu as un autre plugin comme ça qui te vient à l'esprit que tu aimerais partager? Un plugin fétiche, là, comme ça, non, écoute, vous les connaissez, ils sont hyper connus. Maintenant, on a un super écosystème français. C'est vrai que non, ça dépend du projet. Après, tu as des petits plugins que tu utilises tout le temps, voilà, pour cloner les contenus, ce genre de choses. Updraft en backup, c'est pas mal aussi. On peut en parler de celui-là. Ouais. Au-delà des backup serveurs et d'autres process qu'on peut mettre en place, mais ça reste une extension qui est toujours bien dans la place et qui est toujours maintenue et qui évolue, donc c'est plutôt efficace. Voilà, après je mets voilà, après WooCommerce. Ouais. Bon, après il y a la question du thème favori, mais a priori tu vas me dire sur mesure. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas photo. C'est sur du Elementor, mettez un petit hello et faites votre truc dessus, voilà. Mais clairement, non, il n'y a pas de le meilleur thème, c'est celui qu'on code. Ok. Et pour finir, un conseil que tu pourrais donner pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que prestataire WordPress? Pensez d'abord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, pensez aux règles de base de ce qu'est être un entrepreneur, être à son compte. On s'en fout que vous vendiez du WordPress, vous pourriez vendre n'importe quoi d'autre. Mais au-delà de ce que vous maîtrisez, en fait, vous devez apprendre tout un tas d'autres casquettes. Et être bon commercial, bien comprendre les clients, se mettre à leur place, créer votre réseau, et toujours basé sur la confiance et les relations. Et c'est un métier de relations humaines. Voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait ça, le reste, ça doit découler. Après, il faudra apprendre plein de trucs, de la compta, du droit, ces trucs-là.
la fiscalité, mais voilà, faut pas avoir Ça va venir petit à petit quand on n'est pas obligé aussi d'avoir ça. s'entourer aussi des bonnes personnes, Voilà. et se dire qu'il faudra beaucoup travailler. Mais il faut travailler de manière efficace. Voilà, ça c'est la clé. Sinon tu te fais submerger et ton CA, il te permet pas de couvrir, ce qu'il faut et en fait, il y a un problème. Donc faut faire attention à ça. C'est pas parce que tu fais 50 heures par semaine qu'en fait, tu t'en sors mieux que quelqu'un qui en fait 35. Voilà, c'est exactement, ouais. Faut comprendre. Carrément. Et puis, Super. Et ben écoute, et vite, dernier conseil, augmentez vos prix assez vite. Voilà. voilà, le message est passé, je pense. Il y a un petit article, je crois, là, avec une belle étude, freelance agence. Exactement, ouais. C'est ça, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà. On vous mettra le lien de toute façon en description. Et puis, merci beaucoup Aurélien d'avoir participé au podcast, en tout cas cette partie 1. J'espère que ça a pu aider, inspirer et aussi donner des perspectives sur WordPress et son évolution. Voilà. Et donc, mais voilà, toutefois, c'est pas terminé. Il y a des questions bonus qui vont arriver dans la partie 2. Donc, si vous êtes étudiant de la formation Devenir freelance WordPress accompli en version complète, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de ce bonus. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, voilà, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour les prochaines inscriptions. Et d'ici là, voilà, si vous débutez plus avec WordPress, il y a aussi wpchef.fr pour avoir les fondamentaux. On a aussi les formations qu'on propose sur WP Marmite. Et voilà. Donc, retrouvez donc toutes les infos si vous nous écoutez sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme audio. Et bien, allez sur Presta avec 2 S, bien sûr, WordPress.fr/4. On en a l'épisode 4. Et si vous êtes sur YouTube, normalement, vous avez tout dans la description. Voilà. Merci encore une fois, Aurélien. Et je te dis à tout de suite pour la partie 2. Ciao. Salut.